Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de questions d'actu qui a choisi de revenir sur les perspectives économiques de l'Algérie pour l'année 2018 notamment. Alors, un sujet que nous abordons avec en toile de fond les rapports des institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui dans l'ensemble affichent un pessimisme à la limite non justifié, si ce n'est pas un contenu politique qu'il faut lire loin des chiffres et des prévisions objectives. Alors, que faut-il en déduire? Comment sont élaborés les rapports de la Banque mondiale et ceux du FMI? Comment les experts économiques estiment ces rapports? Des questions et bien d'autres que nous allons débattre ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de Dr Mostafa Mekidesh. Vous êtes vice-président du Conseil national économique et social, également expert des questions énergétiques et économiques. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Également avec nous, Monsieur Yazid Benmouhoub, vous êtes directeur général de la Bourse d'Alger. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Dr Reda Atir, vous êtes enseignant à l'Université d'Alger, expert en économie notamment. Merci donc d'avoir accepté. Bonsoir, merci pour l'invitation. Notre invitation. Merci à vous. Et avant de commencer notre débat, je vous propose de suivre ce compte-rendu. Il est signé Bouchra Bouali et on revient juste après. La croissance en Algérie devrait reprendre rapidement en 2018, à en croire le rapport de la Banque mondiale, publié à la veille de ses réunions de printemps du 18 au 22 avril. Selon le rapport, cette reprise interviendrait suite au processus d'expansion budgétaire relative au financement de l'investissement pour s'établir à 3,5% contre 2,1% en 2017. Cependant, après la forte reprise attendue en 2018, la Banque mondiale prévoit une baisse de la croissance en 2019 et en 2020 qui s'établira respectivement à 2 et 1,3%. Le déficit budgétaire devrait lui aussi augmenter en 2018 selon l'institution de Bretton Woods pour atteindre moins 11,4% du PIB. Le déficit devra toutefois diminuer en 2019 et en 2020 lorsque les autorités publiques auront procédé au rééquilibrage des finances publiques. Le déficit du compte courant, qui devrait s'établir à moins 16,1% du PIB en 2018, devrait baisser à moins 10,2% en 2020. Un niveau jugé gérable par la Banque mondiale en raison du montant des réserves de change, l'équivalent de 17 mois d'importation à la fin 2017. Ces réserves de change pourraient toutefois ne plus représenter que 5 mois d'importation d'ici 2020. Le taux de chômage n'est pas en reste. Il a augmenté pour atteindre 11,7% en septembre 2017 contre 10,5% enregistré en septembre 2016. L'inflation est restée soutenue à 5,5% en 2017, mais a été plus lente qu'en 2016 à 6,4% et devrait atteindre 7,5% en 2018 selon les mêmes projections. Dans son rapport, la Banque mondiale relève certes que l'adoption d'une politique monétaire non conventionnelle allège les contraintes sur les finances publiques à court terme, mais suggère de gérer avec soin le recours exclusif au seigneuriage pour financer le déficit. Alors avant de commencer notre débat, je rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Je commence avec vous, Mostafa Mekidesh. Donc contre toute attente, 2018, c'est pas le chaos. Cela dit, les indicateurs ne sont ni au vert ni au rouge. Comment expliquer un peu tout cela? Moi, je pense qu'il faut revenir donc au reportage là, donc, qui exposait donc, les chiffres communiqués, puisqu'au départ, donc c'est le point de départ de notre réflexion, les chiffres communiqués dans le rapport de suivi de la situation économique publié par la Banque mondiale en avril 2018, qui donnait donc une croissance de 3,5 pour 2018 et de 2, je crois, en gros, pour 2019. En partant de l'hypothèse suivante qu'il a affichée, je cite, la croissance en 2018 est tirée par le processus d'expansion budgétaire. Et donc il va falloir donc expliquer ça. J'ai une explication parce que il ne vous a pas échappé que la Banque mondiale avait participé à la première mouture, aux hypothèses en tout cas de travail, la première mouture de la loi des finances
pour 2018. Et donc, elle avait fixé, je vous le rappelle, des réflexions qui avaient déjà été entamées en 2017. Elle fixait donc pour 2017, 2018, 2019 donc une limite, un plafonnement dans ce qu'ils ont appelé les perspectives triennales budgétaires algériennes et à laquelle donc ils avaient pensé que donc c'était validé par les autorités algériennes et que c'était ça qui allait être mis en œuvre. Moyennant quoi, dans la réalité des choses, on s'est aperçu que donc finalement pour 2017, donc il y a eu les 1000 plus 1000 milliards de dinars qui ont été rachetés, pour absorber tout ce qui était endettement, si vous voulez, vis-à-vis du secteur réel, des entreprises, notamment dans le BTPH, algériens et étrangers, qui n'étaient pas payés, qui avaient été donc ignorés dans le processus, si vous voulez, dans le processus d'évaluation. Et puis ensuite, 1000 milliards de dinars pour pouvoir enclencher donc, des projets qui étaient gelés. Et donc, ça n'a pas été, à mon avis, c'est resté au travers de la gorge de ce type d'institution, notamment la Banque mondiale, qui n'a pas accepté. Donc, il faut rappeler, chez eux aussi, dans leurs équipes d'évaluation, mazal ou tard, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler quand même qu'ils sont à l'origine du consensus de Washington, qui s'est avéré, après plusieurs décennies, comme ayant été un échec de l'aveu même de l'économiste en chef, d'un des économistes en chef. Est-ce que vous sous-entendez un fond politique dans les rapports? C'est-à-dire qu'ils ont des méthodes d'analyse, ils sont dans une vision néolibérale et ils considèrent que lorsque vous avez des problèmes, vous commencez par faire de la rigueur budgétaire, quel que soit, sans égard à l'économie réelle. Alors donc, l'Algérie donc n'a pas suivi ce premier brouillon d'hypothèses de loi des finances. Il y a eu des changements avec notamment le nouveau gouvernement Ouihia, et les résultats ont été relativement bons. La résilience s'est améliorée. Les taux et ça, à mon avis, ça n'a pas été accepté. Deuxième argument que je voulais ajouter dans l'analyse, c'est que quand ils disent que c'est le processus d'expansion budgétaire, ils ne parlent que de ça, qui est à l'origine, qui sera à l'origine des 3,5% de taux de croissance qu'ils prévoient dans leurs documents que j'ai cités pour 2018. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les effets d'un investissement que vous faites en 2017 ou en 2018 n'aura des effets qu'en 2020 ou en 2021, en 2010. Donc cet argument n'est pas entièrement vrai. Deuxième argument que je voulais avancer dans l'analyse, c'est que si vous voulez, c'est pas uniquement des investissements provenant de ressources budgétaires, puisque pour une grande partie, il s'agit d'investissements auxquels le secteur privé local a contribué à hauteur de 100% et également étrangers dans le cadre du 41-59. Donc, ce qui fait que les arguments qu'ils disent donc, pour pouvoir mettre en évidence le danger que cette expansion budgétaire pour eux, qui est le danger principal, a été à l'origine de cette croissance qu'on va payer plus cher après, n'est pas du tout, à mon avis, pour les arguments que j'ai donnés, n'est pas du tout opposable au tiers. Alors, si on résume un peu ce que vient de dire M. Moustapha Mekidesh, donc la Banque mondiale et le FMI suivent un modèle... Le FMI à degré moindre, le FMI, parce qu'ils surtout ont la Banque mondiale. Je voulais vous donner les chiffres. Surtout la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale. Alors, pour ce qui est de la Banque mondiale, donc, elle suit un modèle bien précis, modèle libéral. Donc, si vous n'êtes pas ou conforme à ce modèle, il y a des risques où les rapports ne soient pas en faveur de la politique que vous suivez. Oui, enfin, il est clair que par rapport aux efforts que fournissent les pouvoirs publics pour d'abord les efforts qui ont été faits, il faut le dire depuis 2000 avec des budgets des budgets d'équipement colossaux, donc importants, qui ont permis quand même de faire de l'Algérie aujourd'hui
un des pays qui a le plus d'infrastructures de base au niveau africain. La situation de 2014, donc, qui a impacté de manière assez dure les finances publiques due à la chute du prix du pétrole. Mais malgré cela, on remarque que le fait qu'il parle d'expansion budgétaire, c'est que nous continuons quand même à tirer la croissance par un investissement public. Donc c'est toujours le secteur public, enfin c'est l'État qui est là. Mais pour une grande part. Mais pour une grande partie, c'est cela. Mais c'est vrai qu'on parle de la part du privé dans la croissance, mais elle reste, qu'on le veuille ou non, assez marginale. Donc aujourd'hui, il faut dire que les spécialistes du chiffre le savent. Vous avez des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais il est vrai que par rapport aux exigences... Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a manipulation de chiffres ? C'est une lecture et ça reste aussi des prévisions. Donc quand on parle de prévisions, il y a certainement un niveau d'erreur qui est... on remarque par exemple que pour le FMI, entre l'avant-dernier rapport et le dernier rapport, il y a quand même des choses assez positives qui ont été... Non, je vous cite un chiffre, vous avez cité une prévision. Alors pour la Banque mondiale, ils ont prévu des réserves de change aux alentours de 60 milliards de dollars en 2018, ce qui n'est pas le cas. Oui, absolument. C'est une erreur de quand même de 30 milliards de dollars. C'est pour ça que je vous dis, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Après, nous, la réalité, de toute manière, l'Algérien, enfin, les pouvoirs publics qui sont là, nous-mêmes qui sont sur le terrain, les entreprises, etc., nous sommes au courant de la réalité du terrain. Donc, en réalité, ce n'est pas le FMI ou la Banque mondiale qui va nous dire quel est réellement le remède de la situation. Il est vrai qu'ils font des propositions, mais après la situation réelle sur le terrain impose des choix pour le politique qui sont parfois jugés par certains comme étant difficiles, mais c'est des situations, il y a une situation exceptionnelle, il fallait prendre des décisions exceptionnelles et on revient par exemple au financement non conventionnel, mais c'est ce qui a permis en fait de régler un certain nombre de problèmes et de renflouer les caisses notamment et de remettre la liquidité bancaire à niveau. Et nous avons également, par exemple, lorsqu'on regarde le budget de l'État, sur les dépenses d'équipement, il y a pratiquement 1900 milliards qui sont des dépenses en capital. Donc celle-là représente aussi un effort des pouvoirs publics pour pouvoir juguler toute cette donc les difficultés que nous connaissons. Mais maintenant, je pense qu'il est un peu trop tôt, comme l'a si bien dit Simridesh, pour qu'un investissement d'une grande ampleur ne peut pas avoir d'effet immédiat. Donc il faut attendre, comme vous l'avez si bien dit, peut-être 2020, peut-être un peu plus. Mais tout ce qu'il y a lieu de dire, c'est que la situation n'est pas aussi dramatique que celle qui a été présentée notamment par le rapport de la Banque mondiale. Et les chiffres sont là pour le prouver. Juste si rapidement pour une information sur d'autres données, d'autres chiffres qui peuvent donc démontrer que le risque face à une crise d'une ampleur et d'une gravité et d'une brutalité assez exceptionnelle, y compris pour des pays par rapport à celle de 86, donc où on a perdu donc, de juin 2014 à nos jours, donc où les prix des hydrocarbures, les recettes ont diminué de moitié. Donc lorsqu'on voit par exemple la réduction du déficit de la balance de transactions courantes, alors là c'est le FMI, il est bien placé pour donner ces chiffres parce que de par si vous voulez la convention qui nous lie à cette institution, nous devons donner ces chiffres. En pourcentage de PIB, en 2016, c'était moins 16,5%. Donc, en 2017, moins 12,3%. Donc, 2018, c'est 10,8%. Et 2019, on sera à un chiffre, à moins 9,5%. C'est-à-dire que la tendance donc, vers la réduction du premier risque, du risque majeur, qui est celui donc, de la balance des transactions courantes, qui nous aurait amené directement vers l'emprunt international, donc est en train de diminuer, donc de façon y compris dans les conditions tendues de crise dans lesquelles se trouve l'économie algérienne. Ça c'est quand même également, donc pour dire simplement, parce que les chiffres de la Banque mondiale avaient été relayés par notre presse de façon encore plus alarmiste, en disant tous les indicateurs sont au rouge.
tous les voyants sont au rouge, ce n'est pas vrai du tout. Donc il va falloir faire attention là aussi que nous aussi, nous n'amplifions pas de façon interne des analyses ou des visions qui ne reflètent pas totalement la réalité des choses. Absolument. Alors, docteur Terre, question directe, est-ce que la Banque mondiale manipule des chiffres? Sur ce point-là, je ne pense pas que ces institutions-là, en fait, toutes les institutions de Bretton Woods, y compris FMI et Banque mondiale, ne manipulent pas généralement les chiffres. Mais il y a des méthodologies d'analyse, il y a des méthodologies d'élaboration de chiffres qui sont orthodoxes, qui sont bien faites, selon des normes, selon un cadre normatif et méthodologique bien précis. Ce qui est important pour nous, dans ce type de rapport, d'ailleurs périodique, qui relate un peu la situation du pays en termes d'indicateurs économiques, et aussi, ce qui nous intéresse dans le domaine, ce sont les recommandations que l'institution, par exemple, comme la Banque mondiale, propose ou conseille l'Algérie donc de mettre en place. Ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que la majorité des chiffres sur lesquels ces institutions-là ont basé leur raisonnement, ce sont des chiffres qui viennent de l'Algérie. En fait, c'est signalé en bas des tableaux, source Banque d'Algérie, ministère des Finances, et puis quelques calculs faits par un peu les services de ces instances-là. Ça, c'est important, d'une part. D'autre part... Donc, l'origine de la contradiction, elle est d'abord dans les prévisions. Oui, ce sont des prévisions en réalité. Les 2 prochaines années. Voilà. Celle qui est en cours et la prochaine. Ouais, quand ils disent en 2018, la croissance côté Banque mondiale, 2,2 et en 2019, 2%. Donc, ça suit un peu une courbe qu'eux-mêmes ont élaborée, la courbe de croissance bien analysée, etc. Par rapport à ce qui reste comme, c'est-à-dire comme output pour la décision publique algérienne, c'est comment tenir compte de ces chiffres. Comment les utiliser? Maintenant, cette question, par exemple, du retour du financement non conventionnel, dans quelles limites, quel est le seuil toléré, comment la Banque d'Algérie s'est comportée avec ce financement, sachant que la question du financement non conventionnel, pratiquement dans tous les pays dans le monde, et d'ailleurs même je me souviens d'une déclaration d'Angela Merkel en 2009, suite à la crise, en juin 2009, elle disait qu'il faut que les banques centrales reviennent à leur tâche initiale, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Et puis abandonner par la suite toute mesure non conventionnelle. Ce que l'Algérie a fait tout à fait le contraire. C'est-à-dire nous, non seulement on a financé un certain nombre de programmes, on a monétisé les dettes de l'État, c'est-à-dire les créances de Sonalgaz, Sonatrach, dans une première phase. On a alloué 1000 milliards au plus pour dégeler en fait les projets d'équipement public, et on n'a pas mis un point pour le financement non conventionnel. Ce qui est important dans toute cette question, on a plombé le bilan de la Banque d'Algérie dans sa partie passive avec un financement venu du marché directement, c'est-à-dire la Banque d'Algérie a acheté des actifs financiers de l'État, des titres publics. Elle s'est comportée comme la Banque des USA, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. Mais habituellement, la Banque d'Algérie achète via, par exemple, le marché bancaire, le marché monétaire. Maintenant, si on transfère le risque directement à la Banque d'Algérie, demain, ça dégrade le passif de la Banque d'Algérie. Par conséquent, la qualité du dinar aussi, en contrepartie, ça se dégrade aussi. Ça, ce sont en fait, toutes ces mesures-là alertent sur des points qui sont, moi je considère, importants pour l'Algérie. C'est-à-dire le fait d'enclencher des réformes sur différents marchés, sur l'encadrement des différents marchés, sur la promotion des investissements, sur l'arrêt du non conventionnel partant d'un certain seuil, etc., mériterait donc d'être débattu dans le cadre de ces rapports. Parce que le rapport, il faut démystifier ces rapports, et en même temps, il faut les utiliser quand on élabore des chiffres, est-ce que parfois on peut déduire que
que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, bon, pour certains observateurs, disent que ces institutions, les institutions de Bretton Woods, ne tiennent pas en compte ce qui est fait sur le terrain, c'est-à-dire cette dynamique économique et sociale. Effectivement, vous faites bien de parler de ça, parce qu'il y a une perception qui est donc qui, du point de vue de la phase, est en retard de phase par rapport. Je crois que moi, je crois que ça existe, parce que sur l'essentiel des principes, quand la Banque mondiale dit il va falloir donc faire de la rigueur budgétaire, faites attention, arrêtez l'expansion budgétaire, etc. Donc les autorités monétaires et financières algériennes également sont tout à fait d'accord avec ça. Donc le problème, c'est le modus operandi, comment on fait sans que sur le plan social et sur le plan économique, on ne casse pas la croissance et qu'on ne casse pas le tissu social. Voilà les grands. Et c'est pour ça qu'il y a donc si vous voulez, donc des appréciations, des visions différentes. Si par contre vous allez demander de l'argent à ces institutions, là ils vous obligent. C'était ça le principe des programmes de restructuration. C'est le principe de tout crédit lié. Je vous donne de l'argent, mais voilà ce que vous devez faire. Ouais. Là, comme l'Algérie n'a pas demandé des emprunts, donc c'est pas la situation reste dans une discussion. Au plan de l'ingénierie. Comme l'impression que ça dérange un peu, Moussa Fakhrou. Pardon ? On a comme l'impression que ça dérange. Oui, bien sûr, parce qu'eux, ils ont des schémas, ils sont dans une école de pensée, ils ont leur méthode de travail. Ils avaient d'ailleurs, depuis le consensus de Washington, la Banque mondiale avait donc des programmes d'ajustement structurel, douloureux ou pas. Ils vous les appliquaient, ils les ont appliqués chez nous. Oui, le nombre d'emplois qui ont été créés, le nombre d'entreprises privées, au moment où on parle de libéralisation, qui ont déposé la clé sous le paillasson, ça va à pertes et profits pour eux. Alors que nous, on a assaini la situation budgétaire et la situation des équilibres extérieurs. Vous pouvez nous rembourser. Donc les visions sont différentes. Il ne faut jamais oublier que les visions, si vous voulez, de la Banque mondiale et du FMI ne sont pas totalement... si vous voulez, dans la même perspective que celle des pays qui font l'objet de ces spécificités. Alors justement, l'une des caractéristiques un peu de l'économie algérienne, et notamment avec ce qui a été appliqué, c'est qu'on est loin de l'hyperinflation, tout en gardant les subventions. Alors, oui, sur cette question, parce que, bon, pour revenir un peu tout à l'heure, ce que vous avez dit, le parallèle entre l'Allemagne ou bien l'Europe et l'Algérie, ce sont deux choses qu'on ne peut pas comparer en termes de structure économique, etc. Mais il est clair que la situation en fait, réelle sur le terrain impose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choix qui paraissent peut-être pour certains irraisonnés ou autres, mais comme vous l'avez si bien dit, ce qui a été dit au départ, maintenant on voit que finalement ça n'a pas été, c'est pas aussi catastrophique que cela. Bien au contraire, cela permet au système de reprendre graduellement. Et après, il y a les questions qui sont remises sur le tapis, les questions des subventions, etc. Bon, c'est vrai que ça plombe le budget lorsqu'on regarde les montants. Mais après, il faut dire aussi que l'un des rôles principaux de l'État, c'est de veiller à ce que les couches les moins favorisées soient aussi protégées. Donc c'est un rôle que l'État assume jusqu'à présent, et l'assumera, je pense, pour longtemps. Mais cela sans occulter aussi qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en matière d'amélioration du climat des affaires. Le code des investissements donc, a été revu. Bon, probablement que beaucoup de choses restent à faire aussi, mais il y a quand même des améliorations, il y a des choses qui sont en train de se faire. Malheureusement, de l'extérieur, on attaque souvent la loi des 49-51, tout ce que nous faisons pour essayer de protéger un peu notre économie paraît anormal alors que c'est ce qui se fait ailleurs. Donc après la crise de 2008, tous les pays du monde ont eu recours à des mesures de protection. Donc elles diffèrent d'un pays à un autre, mais ce que nous faisons n'est pas tout à fait anormal par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette question. Je complète ce que mes collègues ont dit. Les instances internationales, financières internationales, leur premier objectif, c'est de contrôler la liquidité mondiale.
Ils pensent toujours avec une logique mondiale. On protège toute la liquidité disponible au niveau mondial, surtout par rapport à la monnaie le dollar. Le dollar qui est en même temps monnaie de réserve et monnaie de facturation. Il y a plus de 63% monnaie de réserve de change, et plus de 40%, la moitié de la planète facture en dollars. C'est énorme. Ils sont là justement pour protéger ce système monétaire international, comme il est appelé chez eux. Ce que moi, je reproche au pouvoir public algérien par rapport au rapport du FMI, etc. Nous fournissons les données. La qualité des données fournies par les autorités algériennes, parfois incomplète, parfois manque de précision. Il y a des tableaux qui sont généralement vides, des cases vides, chose qui pousse ces autorités-là, leurs services de prévision, leurs services de calcul, etc., à faire des gymnastiques de calcul. C'est-à-dire, on opte pour la moyenne pondérée, on monte à des... on utilise quelques algorithmes qu'on ne connaît pas pour justement extrapoler des données ou pour faire sortir un indicateur, etc. Mais qui est responsable de cette situation? C'est la Banque d'Algérie ou le ministère des Finances? Les deux. Le Trésor oui. Également. Oui, le Trésor relève du ministère des Finances. C'est un organe du ministère des Finances. Mais la Banque d'Algérie, elle était censée être indépendante par rapport au pouvoir politique en Algérie, selon les dispositions de la loi sur la monnaie et crédit. Mais avec le recours et l'amendement de cette loi, dernièrement, pour autoriser justement le recours à la planche à billets et le financement non conventionnel, la Banque d'Algérie a fini par abandonner son indépendance vis-à-vis du politique. Chose que d'ailleurs que ces instances-là nous reprochent aussi. Et d'ailleurs, en arrière-plan, toujours, Banque mondiale et FMI recommandent à ce que l'Algérie rende à cette banque centrale son indépendance, du moins partiellement. C'est-à-dire, elle doit pas participer au financement comme ça des déficits publics de manière, on va dire, illimitée, comme ça a été fait lors de l'amendement de l'article 46 de la loi sur la monnaie et crédit. C'est pas la Banque d'Algérie. C'est le Trésor qui emprunte chez la Banque d'Algérie. Ça, c'est la relation. Mais c'est le Trésor qui est en rapport avec le... Tout à fait. On revient aux vraies questions d'ordre économique, macroéconomique, parce que ce sont les questions les plus controversées au macroéconomique moderne. Le recours aux impôts, le recours à l'impôt ou le recours à l'emprunt. Derrière ça, il y a toute une logique, ce qu'on a appelé l'équivalence ricardienne, sur laquelle tous les textes pratiquement du FMI et Banque mondiale reposent sur la pensée de David Ricardo, et surtout si on tient compte des différents résultats des dernières études de Ricardo, Barro, etc. L'Algérie devrait réfléchir sur l'impact du financement du déficit public, parce qu'il y a une substitution de l'épargne publique par l'épargne publique par l'épargne privée. Donc il y a énormément de subventions de l'épargne de l'État qui est transmise vers les privés, vers les comptes bancaires des gens, à travers des systèmes d'aide et les systèmes de subvention générale, transfert et systèmes implicites, explicites. Là, ça mériterait donc une étude précise de la part des autorités algériennes, ministère des Finances et pour définir un peu les contours de ce modèle qu'on n'arrive pas moi je voulais juste nuancer, et donc je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur si vous voulez, la perception que peuvent avoir les autorités financières internationales, les institutions de Bretton Woods, en particulier le FMI, sur l'indépendance des banques. En vérité, pour que la Banque d'Algérie, pour le FMI soit indépendante, il faut que vous ayez la libre circulation des capitaux. Oui. Ce que nous n'avons pas pour des raisons de construction et de souveraineté, parce que imaginez avec les montants de l'informel, si nous avions la libre circulation des capitaux, donc on serait dans une situation de quasi-faillite. Donc, ce qui fait, donc, il faut être très nuancé, donc, avant de dire, voilà, donc ce qui est, nous aimons, par contre,
toutes les obligations qui sont inscrites au titre de l'adhésion donc au Fonds monétaire international, l'Algérie donc donne aussi bien les informations que le... Alors maintenant, on est dans les politiques économiques. Et là, j'observe que partiellement, donc les autorités monétaires et financières algériennes ont pris en compte les recommandations des institutions de Bretton Woods. Par exemple, donc le recours au financement conventionnel n'a pas été entièrement effectué. Donc, dès que les situations se sont améliorées, donc on a arrêté donc, ce recours et ce qui était prévu initialement n'a pas été entièrement consommé, premièrement. Deuxièmement, sur les transferts sociaux. Donc le chantier est ouvert avec les experts de la Banque mondiale ici en Algérie pour trouver les formules qui sont les plus appropriées pour limiter les gaspillages. Parce qu'en vérité, ça aggrave le déficit budgétaire de façon très forte, donc, ces transferts sociaux. Et là, donc, les solutions sont en train d'être évaluées et c'est dans le programme du gouvernement. Donc il est bien indiqué que pour les transferts sociaux, donc ça aurait dû être fait en 2018, cette année, ça a été donc les dispositifs vont être faits après 2019, je crois, ou en 2019. Ce qui fait qu'il y a également la prise en charge de la nécessité d'éviter l'expansion budgétaire et surtout de diversifier l'économie et d'investir pour que l'on puisse sortir de la dépendance des hydrocarbures comme source de financement quasi exclusif. C'est ça le vrai problème. Et c'est dans ce sens que le nouveau... sur cette voie. Sommes-nous sur cette voie? Absolument. Et c'est ce qu'on nous reproche, apparemment, les institutions. C'est ça que je dis. C'est ce qu'on nous reproche. C'est ce que nous reprochait d'ailleurs l'Union européenne, qui vient de faire un rapport d'ailleurs, qui vient de rectifier les choses en disant, oui, pourquoi vous limitez vos importations, etc. Nous avons signé des accords. Mais c'est le principe de précaution. Je ne peux pas acheter plus que j'ai de ressources. Sinon, je vais aller à l'endettement. Et donc maintenant, c'est compris. Donc il faut faire l'effort d'explication, mais en même temps, le problème, c'est de diversifier, y compris les sources de financement. Le secteur privé, de plus en plus, participe au financement industriel productif. Donc on voit le nombre d'aciéries, de cimenteries privées algériennes, avec donc des participations d'un financement local algérien et d'un partenaire étranger. Oui. C'est plus l'État qui finance et qui exporte. Donc c'est ça le nouveau paradigme. En s'inscrivant dans le long terme, on est dans un trend sur lequel il va falloir tenir bon, limiter donc évidemment avoir une prudence budgétaire et également continuer l'effort d'investissement, parce que c'est ça qui va ramener la croissance de demain. L'effort de réforme aussi, parce que là... je parle de réforme. Un système bancaire, c'est une réforme. À la traîne, un système bancaire, de tout point de vue, c'est un système archaïque qui ne contribue à rien. Il n'y a même pas une banque privée. Vous trouvez normal qu'un pays n'a même pas une seule banque privée algérienne, Makench. Oui. On a le syndrome Khalifa Mazen, on le traîne. Il faut aller vers les réformes. Oui, mais malgré cela, c'est-à-dire que le financement, pratiquement 90% de l'économie, il est financé par le secteur bancaire. Donc il ne faut pas non plus... Public, vous voulez dire. Public, je parle du public. Après, c'est vrai que les banques privées ont aussi un rôle à jouer. Ce n'est pas uniquement le financement du commerce extérieur. Et le marché financier à travers la Bourse d'Alger qui est... oui, enfin, nous, lorsqu'on avait parlé, lorsqu'on parle, pour nous, on dit un nouveau modèle de croissance, ça veut dire qu'on doit changer les façons donc, de travailler, etc., un certain nombre de lois et tout ça, mais également nous militons pour le changement de l'amélioration, au changement d'aller vers un nouveau modèle de financement aussi. Parce que quand vous avez une économie qui est financée à 90% par le secteur bancaire et la chute des prix du pétrole en 2014 a impacté de manière très négative la liquidité, donc jusqu'en 2016, donc elle a baissé pratiquement jusqu'à 75%, elle a baissé en 75%, ça pose un problème. Donc il y a probablement un risque systémique si on continue sur cette lancée-là, d'où l'idée donc de trouver, de mettre en place d'autres mesures de financement. D'ailleurs, en revenant sur le financement non conventionnel, il faut préciser qu'il a été limité, donc il a été précisé que c'est pour une durée de 5 ans, et même les chiffres donc, ont été donnés. Ça veut dire qu'on l'a quantifié en temps et aussi en quantité. Ça veut dire que durant cette période, il faudrait qu'on puisse mettre en place des moyens de financement qui soient différents de ceux que nous avions jusqu'à présent et qui vont permettre en fait de soutenir toute la croissance. Donc l'idée pour nous de mettre en place ou de redynamiser le marché financier, donc notamment la bourse, mais aussi la bourse après c'est tout l'écosystème qu'il faut mettre en place. Parce que la bourse en elle-même, si vous n'avez pas des fonds d'investissement qui jouent
le jeu qui me paraît. Mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà une volonté politique pour développer un marché financier en Algérie? Mais c'est que là, mais moi je crois que ce que vous oubliez de dire, c'est que le système sur lequel on fonctionne ne pourra plus fonctionner dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un problème de financement de l'économie. Oui, je partage tout à fait votre point de vue. Et ce financement de l'économie, il ne peut plus être le fait si vous voulez, du canal budgétaire. C'est terminé ça. Les gens qui pensent que le baril va revenir à 100 $ et que nous allons retourner dans le système hanté, donc avec un financement budgétaire qui va régler tous les problèmes, que ce soit avec toutes les niches fiscales et toute la nécessité donc de financer des priorités comme la il faut dire que les ressources sont limitées. Absolument. Donc les ressources sont limitées. Et donc il va falloir trouver d'autres canaux de financement. Ils viennent par la bourse, donc par l'épargne interne. Oui. Par l'informel, là aussi c'est un dossier sur lequel il va falloir revenir et sur lesquels donc, il va falloir formaliser ces ressources, et également par des investissements duquel le secteur privé va mettre la main à la poche, y compris donc et ça de plus en plus. Donc on ne peut plus rester, on n'est plus dans notre modèle, sauf que les gens ne le savent pas ou font semblant de ne pas le savoir. Mais je pense que par rapport à cela, ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire on revient encore pour dire que sur le terrain, nous avons maintenant une avancée quand même assez significative en matière de ce qu'on appelle la numérisation ou le passage vers une économie numérique. Donc l'utilisation par exemple des moyens de paiement, la carte, donc l'État a mis en place les moyens, donc la loi de finances pour 2018 oblige maintenant les commerçants à avoir ce qu'on appelle donc le TPE, le terminal de paiement électronique, et l'utilisation, donc le paiement par Internet. Tout ça, en fait, va permettre graduellement à assécher en fait la liquidité qui est sur le marché parallèle. Et graduellement, donc ça serait se tromper de vouloir dire qu'on peut balayer le parallèle. C'est en combien de temps, monsieur? Alors c'est très difficile de le dire, mais l'essentiel c'est que nous avons commencé et nous sommes avec les moyens maintenant la technologie existe, les moyens de paiement, on regarde, c'est-à-dire à travers le monde, le développement de ce qu'on appelle les fintech font que maintenant on a une autre conception carrément de la finance. Ailleurs on parle même de la disparition des banques en tant que banque, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas obligé d'avoir une banque en tant que guichet physique, etc. Vous pouvez acheter et vendre directement, vous avez un compte virtuel, une banque virtuelle. Donc tout ça va permettre graduellement donc d'assécher la liquidité qui est en circulation sur le marché parallèle et dans la mesure importante, elle est très, mais bien sûr, elle est estimée selon les chiffres entre 40 et 50 milliards de dollars. C'est énorme donc c'est autant de paiements, autant d'impôts qui ne vont pas dans les caisses de l'État. C'est autant aussi de masse, on va dire d'emplois qui ne sont pas répertoriés, etc. Il y a une précarité aussi de l'emploi. Tout ça va donc se mettre en place graduellement et rentrer dans le domaine formel. Voilà. Je pense que nous sommes sur la bonne direction. Allez-y. Mais sur la bonne direction, avec des moyens qui ne sont pas parfois adéquats, donc avec des solutions qui ne sont pas adéquates donc, par rapport à l'identification du problème lui-même. La question, par exemple, j'aimerais revenir sur des questions, des problématiques sectorielles. La question de l'importation du blé, par exemple. On importe l'équivalent de 500... pour une population de 150 millions d'habitants, avec les montants actuels. Comment peut-on gérer cette masse d'importation avec tous les transferts de devises qu'on envoie vers l'étranger, etc., pour importer les céréales, par exemple. Là. Et parce que dans le fond, si on va dans le fond du sujet, on trouve pratiquement pas moins de 30% du blé importé va directement comme aliment de bétail. Ça, c'est du gaspillage. Le reste va pour la transformation donc, de tout type de pâtes, etc. Vous voyez, dans le même secteur agricole, par exemple, les minoteries privées, on les a importées, on a fait fonctionner les économies suisses, turques, etc., pour pouvoir les produire. On les a montées ici. Elles fonctionnent donc à moitié, c'est-à-dire elles sont sous-utilisées à 50%. Pourquoi donc vous voulez dire que la politique de restriction qui concerne les importations ne cible pas les domaines qui sont budgétivores? Absolument. Déjà elle-même, il y avait
il y a eu beaucoup il y a eu des hauts et des bas en matière d'importation. On a commencé par le lancement des licences d'importation avec des autorisations administratives. Ça, c'est du jamais vu. Toute licence d'importation, normalement, devait être sujette au système de... Ça a été abandonné. Ça a été abandonné avec le temps. Vers la fin, on a terminé par interdire une liste complète de 851 produits donc, à l'importation. Chose qui a poussé l'Union européenne à nous attaquer sur la base de 3 articles dans l'accord d'association par rapport au timing de l'opération, par rapport à la durée et surtout par rapport au calendrier de réforme. C'est par rapport les réformes, quand on dit réforme, c'est-à-dire comment peut-on sortir de cette interdiction donc, des produits au niveau de l'importation. Vous prenez d'autres secteurs, l'industrie par exemple. On a réformé le code des investissements. On a même enlevé cette question d'ordre organisationnel de 51 à 49 pour la laisser à l'autorité donc souveraine du ministre ou de l'établissement, etc. L'établissement concerné par l'investissement, pour pouvoir la décréter. L'investissement n'a pas décollé. Donc, où est-ce qu'on est par rapport aux différentes facettes de promotion des investissements en Algérie? Comment peut-on maintenant assurer ce décollage, même avec les exonérations, même avec toutes les dépenses fiscales que l'État est en train donc, de décaisser au profit des investisseurs privés, et la machine n'a pas démarré. C'est là où... Oui, mais la machine est en train de... Moi, je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait avoir tout de suite, là. Ça serait aussi illusoire de vouloir, d'une part... Donc, priorité, si on a bien compris, M. Benmouhoub, priorité à l'équilibre budgétaire. C'est clair, bon, ça reste un point focal par rapport à la politique financière, c'est clair. D'ailleurs, maintenant, en termes de loi de finances, donc elles sont triennales, donc les montants sont plafonnés, et même s'il y a une loi de finances complémentaire, d'une loi de finances complémentaire pour 2018, on tient en compte le fait qu'il y a eu un plafonnement dans la loi de finances pour 2018, la loi initiale. Donc ça, c'est un principe. Mais après, en ce qui concerne l'utilisation, enfin, pour revenir à l'histoire du commerce extérieur, etc., ça serait illusoire de vouloir dire que nous pouvons tout produire ici et sans aller vers l'import. Donc il y aura sûrement des choses que nous allons importer, il y aura des choses sur lesquelles nous pouvons peut-être travailler, ça sera donc l'avantage comparatif pour dire quel est le domaine où nous excellons, nous pouvons donc avoir un avantage certain au niveau des marchés à l'international, mais après, je pense qu'il y a aussi... Mais sur un déficit de 23 milliards, quand même, un milliard ne vaut rien. Oui, c'est clair, mais il y a aussi... moi, je reviens aussi à la performance des entreprises aussi. Parce que la mise à niveau des entreprises, pour qu'elles puissent demain aller vers attaquer des marchés à l'international, est-ce que nous avons ce genre de sociétés aujourd'hui qui peuvent, disons, rivaliser avec des sociétés, des multinationales qui ont pignon sur rue? Donc là, la question se pose. Donc il y a une mise à niveau qui doit être faite, il y a un accompagnement, et puis je pense que c'est un délai de 3 ans, 4 ans, les choses vont commencer à s'améliorer. Moi, je suis sur disons, les évaluations négatives que vous avez faites sur les secteurs. Il y a un certain nombre de choses quand même qui sont pas entièrement justes. Pour la désindustrialisation d'Algérie, d'où elle est venue? Il faut jeter un coup d'œil sur le passé. Oui. Elle est venue à la suite du plan d'ajustement structurel et à la suite aussi de politiques qui ont fait qui ont cassé des outils industriels publics et privés, au nom des principes libéraux que vous défendez. Ça n'a pas été... et là, donc, les reprises dans l'industrie sont réelles et perceptibles, que vous le vouliez ou non. C'est le principe de réalité. On a fait des exportations de ciment, au Niger, en Gambie, et d'autres produits en aussi, Europe. Et d'autres je parle du ciment d'abord, alors qu'il y a quelques mois, j'allais dire quelques semestres, il y avait, non seulement on importait, mais il y avait un trafic monstre dans le ciment.
et donc desquels donc les lobbies de l'importation dont vous ne parlez pas donc bénéficient. Non, mais il faut être clair là-dessus. Donc, lorsque on dit au nom du principe de réalité et au nom du principe de précaution que je supprime l'importation du ciment et demain de l'acier parce que j'en produis et j'en exporte, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Et quand vous citez, vous prenez le mauvais exemple de l'Union européenne en disant « Ah, nous avons signé un accord d'association qui dit… » Qu'est-ce que ça veut dire? Qui dit que l'Algérie doit rester donc disons un marché aux produits européens simplement. Non, la déclaration, non, je regrette, vous avez parlé, laissez-moi terminer. La déclaration de Barcelone est très claire, la Méditerranée, zone de prospérité partagée, co-industrialisation. Tout à fait. Moi, quels sont, lorsqu'on voit la balance commerciale sur 10 ans, depuis qu'on a signé l'accord d'association à maintenant, et on voit donc une asymétrie totale, l'Algérie dit, moi je veux réduire cette asymétrie. Et s'il dit, je veux pas la casser, je veux la réduire, laissez-moi la possibilité pour mes industries naissantes d'avoir leur place. Absolument. Et je crois, et c'est ce qui explique, donc, contrairement à ce que la commissaire européenne au commerce donc, a déclaré dernièrement, le dernier rapport de l'Union européenne a indiqué que l'Algérie a pu maintenir un taux élevé de croissance entre 2014 et 2016 aux alentours de 3,6% en dépit d'une crise très grave. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de position figée, mais et qu'il faut donner aussi inscrire l'industrie dans le temps long. Une industrie automobile, une industrie mécanique, elle ne se construit pas. On avait détruit ce qui existait au nom des principes libéraux, néolibéraux, je ne dis pas libéraux, et puis maintenant on essaie de reconstruire pour construire un tissu de sous-traitance. Il faut du temps. Absolument. Oui. Mais on a laissé pendant 5 ans, effectivement, ouvert le marché. On a introduit donc des véhicules, 600 000 véhicules une année, de tous les pays du monde. Mais le Bangladesh, les USA. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses… Mais ceci dit, il va falloir réduire les rentes. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Donc, il y a des rentes qui sont servies. Donc, qu'il va falloir réduire, faire une concurrence, donner les mêmes chances à tous les acteurs du marché privé, et non pas parce qu'on a des connaissances dans on a des réseaux d'influence ou des réseaux tout court pour pouvoir avoir accès aux facteurs de production rares que sont le foncier, les crédits, etc. Et donc là, et c'est ça qui va faire. Mais il faut donner du temps au temps, cher ami. Alors, avec le raffermissement des prix du pétrole… on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Vous avez bien vu, donc on a changé de paradigme. Un baril à $76, du moins la cotation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de nouveau de reverser un peu dans il faut faire surtout attention. Dans le modèle, il faut faire surtout attention parce que ce prix de $75 n'est pas garanti. Il est dû à des facteurs conjoncturels, notamment géopolitiques, avec la question de l'Iran. Il est suspendu 2019, notamment à ce que va dire le président Trump le 12 mai sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Il est suspendu également donc, à d'autres facteurs géopolitiques. Donc, effectivement, l'OPEP a joué son rôle avec ses partenaires non OPEP comme la Russie pour donc rééquilibrer le marché, en asséchant une partie qui était dans le… Mais il n'est pas garanti. Je veux dire que les hypothèses de travail de dire que 75 c'est acquis, faisons attention, gardons la tête froide. Les dernières estimations tablent sur 65% en 2019. $65 en 2019, donc on reste, on va dire… de 60 et 70. Oui, mais, pour dire que même selon les besoins de l'Algérie, on est bien en deçà des besoins pour couvrir en fait les déficits. Donc on restera dans une conjoncture en fait de gestion de… tout ce que nous avons imprimé comme argent aussi. Oui, ça c'est réglé. Non, ça c'est réglé. Faut être sérieux. On a une dette intérieure qui ne représente même pas. Oui. On n'a pas de dette extérieure. Ça vous le concédez. Vous le concédez. On a une dette intérieure qui est elle est à moins de 20% du PIB. Allez voir les pays européens. Et ça a été souligné dans la déclaration de l'Union européenne. Absolument, à quel niveau de dette intérieure ils sont
par rapport de dette tout court, parce que pour eux, ils ne font pas la différence. différence. Donc, à quel niveau de dette ils sont par rapport à leur PIB? Enfin, soyons sérieux. Oui, mais je pense sur cette question-là, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la programmation, enfin la budgétaire est sur 3 ans, donc tout ce qui concerne l'investissement, ce qu'on appelle les enveloppes budgétaires donc, ont été déjà allouées. Sur la relance déjà des marchés qui ont été déjà gelés. Donc, là, il y a une reprise. Il y a une reprise qui. En termes d'équipement. Oui, d'équipement de manière générale. Donc, il y a une reprise. Maintenant, la question, c'est l'utilisation rationnelle de ce que nous avons actuellement pour pouvoir faire en sorte que d'ici 2 ans, 3 ans, nous puissions véritablement sortir de cette dépendance des hydrocarbures. On le restera pour longtemps. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va totalement... À hauteur de 97, c'est... Oui, après, donc, de manière tout à fait graduelle, passer vers un autre modèle de financement qui puisse garantir en fait la croissance qui est déjà prévue par les pouvoirs publics. Alors, ensemble, pour résumer, quelles sont les perspectives, du moins à court terme, docteur Edader? Si on doit rassembler un peu tout ce qui a été dit, ce qui a été prévu aussi. Oui, moi j'aimerais revenir sur un point lié aux hydrocarbures. Là, vraiment le prix du baril actuellement il est volatile et il fonctionne d'un certain nombre de news à l'international, etc. Il dépend aussi de la décision du président Trump. Parfois des tweets du président. Absolument, de son discours du 12 mai. Mais ce qui est important pour nous aussi, il faut toujours garder à l'esprit que l'Algérie, dans ce domaine, souffre au moins de 3 contraintes majeures. Il y a la baisse de la production chez Sonatrach. Maintenant, on est en train d'exploiter les découvertes du début des années 2000. Là. Il n'y a pas de découverte. Le plan, par exemple, d'explo de Sonatrach, il est à moitié réalisé. Il y a la forte consommation sur le marché local, plus de 40% de consommation d'hydrocarbures sur le marché national. Et 3, donc avec la faiblesse maintenant du cours pétrolier, l'Algérie, Sonatrach est derrière l'Algérie. La question de la fiscalité pétrolière ne pourra pas se régler facilement. Ça, c'est un point. Concernant les perspectives, donc, dans l'immédiat ou à court terme, la croissance telle qu'a été donc déclarée par la Banque mondiale à 2,2 en 2018 et 2% en 2019, c'est pas fameux comme taux de croissance. Maintenant, si on analyse cette croissance par rapport à l'implication du secteur privé, donc elle a été boostée par ce mouvement du secteur privé dans les différentes industries et dans les services aussi, d'une part, et par rapport globalement aux différentes actions que le gouvernement doit entamer. En fait, cette question, c'est l'arrêt du financement non conventionnel et surtout mettre un seuil, scotcher un seuil maximal pour dire voilà, on se limite à ce niveau-là et terminé. Pourquoi? Parce que si la dette publique augmente, par exemple, selon une étude du FMI de 2012, augmente de 10%, on aura une baisse du taux de croissance de 0,2%. Et ça, si on continue sur cette... Moi, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de signaler, parce qu'on voit toujours le secteur les hydrocarbures à travers uniquement le prix du baril. Il y a d'autres variables qui ont d'ailleurs commencé avant la crise 2014, depuis 2007, 2009. Les quantités exportables ont diminué en gaz et en pétrole. Donc on a donc à terme une extinction de nos ressources. C'est pour ça qu'il faut aller au gaz de schiste, malgré les précautions qu'il faut prendre, etc. C'est l'exploration offshore qui est en train de... Et puis l'expansion du marché local du gaz. Là, je viens de voir à la télévision, le ministre de l'Intérieur a été inauguré l'arrivée du gaz
dans mon douar, sur un piton, on va consommer plus de gaz, à ramener le gaz jusqu'à ces villages. Alors qu'on peut le faire. Alors qu'on aurait pu faire peut-être des énergies renouvelables. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Les énergies renouvelables, c'est que la consommation de gaz naturel est forte, elle prend de plus en plus de place. D'ici 2030, on aura donc à choisir peut-être entre exporter ou garder pour notre marché intérieur. Donc, il faudra aussi revenir. Un dernier mot. Voilà, oui, moi je voudrais aussi, pour enchaîner, un peu revoir notre modèle de consommation aussi, parce qu'on a tendance à être pas regardant sur la consommation, notamment en termes d'énergie, nous sommes très énergivores, et puis introduire de nouveaux comportements du citoyen. Je pense aussi, sur ce point, il y a beaucoup de communication qu'on doit faire pour essayer d'éduquer le citoyen, pour dire que cette ressource, elle n'est pas illimitée, donc elle est limitée, mais en même temps aussi trouver un palliatif. Nous avons un soleil qui est radieux, donc on peut investir, et je pense que l'Algérie a déjà commencé pour essayer d'être pionnier au niveau africain sur l'énergie, des énergies renouvelables comme le soleil, comme le vent, etc. Donc il y a de la marge. Ça veut dire que même si sur le plan, la conjoncture actuelle est peut-être un peu difficile, mais il y a de la marge, il y a des possibilités, et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer haute mesure. Justement, on n'est pas dans une situation chaotique. Absolument. Merci. Monsieur Yazid Ben Mouhoub, je rappelle, vous êtes directeur général de la Bourse d'Alger. Merci à vous également, docteur Redater, donc enseignant à l'Université d'Alger, expert en économie, mais en psychologie aussi. C'est moi. Merci. Et merci à vous également, docteur Mostafa Mekidash. Donc, je rappelle, vous êtes vice-président du CNES, expert et consultant international en matière d'énergie et d'économie. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.